Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. L'association La Mouette et la Bureautique Libre, avec Laure Patas-Dillier et Régis Perdreux. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Les humeurs de G sur l'IA ne s'en ira pas, et aussi une interview de l'association Infini. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 juin 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur Radio Cigaloun, Radio Libre en Périgord, et désormais aussi sur Radio Quetch, qui diffusera Libre à vous les mardis sur les créneaux 18h-19h30. La radio diffuse sous le territoire du Tsungo, qui va du pied des Vosges au début du Jura suisse, et sur son site web radioquetch.eu. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred. Salut à vous, belle émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique Les humeurs de G. G, qui est auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire en numérique. Le thème du jour, l'IA ne se niera pas. Aujourd'hui, c'est à toi. Salut Isa, et salut à toi public de Libre à vous. Bon, je suis désolé, mais il faut qu'on en parle. Oui, il faut encore qu'on parle d'intelligence artificielle. J'aurais préféré un sujet plus léger et plus fun pour ma dernière chronique de la saison, mais qu'est-ce que tu veux, c'est quand même le sujet du moment. J'ai compté, c'est déjà ma 4e chronique sur l'IA, la toute première datant de mars 2023, en pleine explosion de popularité de ChatGPT. Et je ne suis pas le seul à en parler régulièrement sur cette radio comme ailleurs. Alors, quand un libriste comme moi parle d'IA, en général, il oscille entre 3 axes. 1. C'est dangereux, c'est écocide, c'est caca, c'est pipi, c'est capitaliste, ce qui est vrai. Donc là, tu boycottes le truc ou tu appelles massivement au boycott. 2. C'est nul, regardez, ça marche pas bien, ChatGPT il sait pas compter et il se plante sur des devinettes pour enfants. Ce qui est vrai aussi. Là, tu es plus sur l'humour, tu rigoles en montrant que malgré les résultats parfois impressionnants, ça fait quand même rapidement de la daube. Bon, moi j'ai commencé plutôt sur ce mode, réécoutez ma première chronique sur le sujet pour vous en convaincre. 3. C'est une mode, une bulle, c'est comme le métavers et les NFT, on en voit partout, c'est insupportable, mais ça va finir par passer. Ce qui est partiellement vrai. Oui, c'est insupportable. En revanche, plus le temps passe, plus ça me semble très optimiste de penser que l'IA va finir par simplement disparaître parce qu'insoutenable, parce que tout ça. Alors moi le premier, j'ai dit à plusieurs reprises que l'IA était une bulle, qu'elle allait finir par exploser, et ça je le maintiens aujourd'hui, je pense que l'IA est une bulle financière, mais il ne faudrait pas se méprendre sur ce que ça signifie. À la fin des années 90, il y avait un truc qu'on appelait la bulle Internet, et qui a éclaté au début des années 2000. Pourtant, au risque de te surprendre, Internet est toujours là. Pire, l'importance et le poids de l'Internet actuel feraient passer celui d'avant, la bulle, pour une charmante expérience sociologique. Donc ce n'est pas parce que la bulle financière de l'IA finira par éclater qu'il faut s'imaginer que l'IA disparaîtra dans la foulée sans laisser de traces. Lorsque la bulle éclatera, ça mettra à n'en pas douter un beau boxon économique et social, enfin une reconfiguration du marché, comme on dit chez les connards, chez les néolibéraux, mais l'IA ne s'en ira pas. Il y a même un risque, comme avec Internet, qu'elle finisse par en ressortir plus forte que jamais. Le fait qu'elle soit insoutenable écologiquement est hors de propos. Le système capitaliste est intrinsèquement insoutenable écologiquement et ça ne l'a jamais empêché de diriger la marche du monde. À sa perte, sans doute, oui, mais tu vois bien que ça ne suffit pas à l'arrêter. Quant à un modèle économique viable, j'ai de moins en moins de mal à croire qu'OpenAI et compagnie le trouveront. Nous sommes encore dans la phase « la première dose est gratuite », mais ne nous y trompons pas, c'est une drogue redoutable dont des millions de gens deviennent déjà dépendants à vitesse grand V.
Il ne faudrait pas que notre propre bulle, une bulle de filtre cette fois, nous fasse oublier que ChatGPT est devenu en quelques mois le logiciel avec le taux d'adoption le plus rapide de l'histoire de l'informatique, en gagnant plus de 100 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices par mois. La pertinence des comparaisons avec le métavers ou les NFT devrait s'arrêter là. Si ChatGPT cesse de fournir une version gratuite, je prends le pari que le taux d'adoption de la version payante sera lui aussi vertigineux. Et on verra fleurir des offres, forfait internet plus abonnement ChatGPT, comme aujourd'hui Orange propose du forfait internet plus abonnement à Deezer, et ça marchera. Parce que l'IA générative est déjà devenue un besoin incontournable pour des millions de gens, à commencer par les plus jeunes. Une étude publiée jeudi dernier indique que 42% des 18-25 ans déclarent utiliser l'IA tous les jours, 80% l'utilisent au moins une fois par semaine. Un usage qui, à mon humble avis, va tout simplement tendre vers le taux d'usage des smartphones, avec ChatGPT qui deviendra une application aussi commune que WhatsApp ou YouTube, si ça n'est pas déjà le cas. Dans l'IUT d'informatique où je donne quelques cours, la quasi-intégralité des élèves ont toujours une fenêtre ChatGPT dans le navigateur, c'est devenu un outil aussi courant qu'un navigateur. Alors, tous les élèves n'en ont pas exactement le même usage, il y en a qui l'utilisent avec parcimonie, avec recul, et puis d'autres qui copie-collent les énoncés, puis copie-collent les réponses sans rien comprendre à rien, et qui s'en sortent quand même. Alors, pas les mêmes profils ces élèves d'ailleurs, mais je vais y revenir. En tout cas, j'ai du mal à leur en vouloir. À leur place, du haut de mes 18 ans, j'aurais sans doute fait pareil. N'empêche, la première fournée d'étudiants et d'étudiantes qui ont obtenu leur diplôme en déléguant l'intégralité de leurs études à une IA arrive déjà. Et elle arrive vite, pas dans 5 ans, mais maintenant. Ce sont ces mêmes jeunes adultes pour qui la question de faire sans IA ne sera plus une option. S'il faut payer, ce sera fait. Évidemment, on me rétorquera que je parle d'un IUT d'informatique, ce qui est encore une bulle un peu particulière, et oui, évidemment. Mais on a peu ou prou les mêmes échos en fac de droit, de langue, d'économie, et même de médecine, ce qui, moi, m'inquiète un peu sur les compétences de nos futurs médecins. En plus, là, je parle de jeunes adultes en train de faire leurs études, mais chez les 12-17 ans, on a 45% des jeunes qui déclarent avoir déjà utilisé l'IA pour leur vie scolaire ou privée. Ah oui, parce que un cas d'usage apparemment très répandu, c'est l'IA comme confidente, à qui on raconte sa vie, avec qui on dialogue, comme avec un bon pote. Mais en plus, un bon pote qui est toujours disponible, toujours poli, qui vous parle toujours avec bienveillance et patience. Une grande part de la génération actuelle d'étudiants et d'étudiantes ne peuvent déjà plus imaginer leur vie professionnelle sans IA. Une grande part de la génération actuelle de lycéens et lycéennes ne pourront bientôt plus imaginer leur vie sans IA. Et donc l'IA ne s'en ira pas. À ce titre, les appels au boycott de l'IA me semblent au mieux anachroniques. Je suis désolé, c'est trop tard pour le boycott. Il n'est plus question d'empêcher l'avènement de l'IA, il est question de savoir comment on continue à lutter pour l'émancipation, pour la justice, pour l'écologie, pour l'égalité sociale dans un monde où l'IA est omniprésente. Mon camarade Pierre-Yves Gosset de Framasoft allait même jusqu'à dire dans sa dernière conf sur l'IA que pouvoir boycotter l'IA était un truc de privilégié. Oui, pour toi et moi, boycotter l'IA c'est facile, on a grandi sans, on n'en a pas besoin. De la même manière, perso, je suis pour un boycott de la voiture pour des raisons écologiques. Et évidemment, c'est facile pour moi qui habite dans un coin bien desservi par les transports en commun, qui n'ai pas d'enfants et qui poste de la maison. Une grosse erreur que je vois souvent dans les milieux libristes consiste à voir l'IA comme un gadget de tech bro, comme on dit, un joujou technologique pour jeunes cadres riches, comme les lunettes connectées ou la blockchain. Et si l'IA est bien une idée de tech bro et des géants de la tech au départ, c'est à mon sens au contraire chez les classes populaires qu'elle a le plus d'impact. Je reviens à mon IUT. Alors un IUT d'informatique, c'est pas exactement la même chose qu'une école d'ingénieurs informaticiens. On a un brassage social beaucoup plus important, des gamins, gamines qui viennent de lycée général, d'autres de lycée technologique ou professionnel, des gosses de prolo mélangés à des gosses de petits fonctionnaires ou autres. Avec des niveaux extrêmement hétérogènes où tout le défi pour les profs est d'arriver à faire que les plus faibles ne soient pas largués par les plus à l'aise. Et là, ça va peut-être te surprendre, mais c'est plutôt les gosses qui ont le plus de difficultés, souvent issus de milieux pauvres, qui usent et abusent de l'IA. Les élèves qui viennent de milieux plus favorisés, en général, ce sont les plus critiques de cette technologie. Dans un cours sur Android, on a récemment découvert avec mes élèves qu'Android Studio, le logiciel de développement, ajoutait à ses messages d'erreur « Ask Gemini », demande à Gemini, l'IA de Google. Eh bien, mon élève, Thomas, issu de lycée général, jean t-shirt, 16 de moyenne, a réagi par un « c'est n'importe quoi ». Bon, il a quand même essayé par principe, mais il a vite vu que Gemini racontait des salades, et en lisant le message d'erreur, il a rapidement compris et il a corrigé par lui-même. Plus tard, pendant l'examen où tous les documents étaient autorisés, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire retenir du par cœur pour de la programmation, Brandon, lycée technologique, survêt et basket, 8 de moyenne, répondait aux questions de la manière suivante. Il avait un petit document qu'il avait préparé où il avait fait bouffer l'intégralité du cours à ChatGPT, puis lui avait demandé de lui générer des dizaines et des dizaines de questions possibles. Et pendant l'examen, il recherchait les termes des questions dans son petit document, il trouvait une question suffisamment proche et copiait-collait la réponse. Vu la vitesse à laquelle il le faisait, je ne pense pas qu'il ait lu vraiment la moindre de mes questions, je ne suis même pas certain qu'il ait compris de quoi le cours parlait, mais il a eu 11 à son examen.
Ah bah j'avais interdit Internet mais autorisé tous les documents, il a suivi les consignes, je ne vois pas bien pourquoi je l'aurais pénalisé. Thomas, qui a eu 17 en utilisant juste ses connaissances, aura lui aussi le même diplôme. Je précise au passage que j'ai changé les prénoms pour ne pas balancer mes élèves en direct. Bon, maintenant c'est sur le marché du travail que Thomas et Brandon se distingueront, et spoiler, c'est encore Brandon qui morflera. Parce qu'un informaticien ou une informaticienne qui sait juste taper des prompts, on peut en trouver qui n'ont pas des prétentions salariales de Bac+3. Parce que l'IA sera à la fin, malgré les illusions, un aggravateur d'inégalité sociale, un accélérateur de paupérisation des classes populaires. Et en même temps, qu'ai-je de mieux à proposer à Brandon ? Quelles sont mes chances d'arriver à lui faire boycotter l'IA qui lui a permis de décrocher un diplôme qu'il n'aurait sans doute pas eu sans, quand l'intégralité de ses camarades font de même ? ChatGPT a permis à une foule de personnes nulles en expression, en orthographe et en grammaire de pondre des lettres de motivation parfaites et d'arrêter de se faire recaler avant même l'entretien d'embauche. Qui je suis, moi, du haut de mon doctorat et de mon capital culturel de fils de prof, pour leur dire de boycotter ? Alors oui, je sais, le monde sera meilleur quand on aura arrêté de considérer que les non-diplômés méritent d'être pauvres, ou même quand on aura supprimé ces conneries de lettres de motivation, tiens. Mais ça, c'est comme abattre le capitalisme. Je sais bien qu'on va y arriver la semaine prochaine, c'est une question de jour, mais en attendant, on fait quoi ? On fait quoi pour les aliéner en attendant d'avoir aboli l'aliénation ? On fait quoi pour cette génération qui a intégré l'IA comme nous-mêmes avions intégré Internet, comme d'anciennes générations avaient intégré l'électricité ou l'eau courante ? On fait quoi pour tous ces gens qui utilisent l'IA pour aller mieux, pour améliorer leur vie, pour s'extraire de leurs conditions sociales ? Ah, ça fait chier comme question, hein. Non mais moi non plus, j'aurais préféré pas avoir à me la poser, hein. Moi aussi, j'aurais préféré qu'on empêche OpenAI et compagnie de développer leur saleté. Moi aussi, j'aurais préféré que cet ouragan n'arrive pas. Mais c'est là, c'est partout et ça ne s'en ira pas de sitôt. Boycotter, c'est-à-dire ne rien faire, c'est une bonne réponse à titre individuel, mais c'est comme aller bosser en vélo pour l'écologie. Déjà, faut avoir la possibilité de le faire, et surtout, ça ne suffira pas à l'échelle collective. Pour agir contre l'hégémonie de l'IA, il faut donc arrêter le déni, regarder cette réalité difficile en face, mais sans tomber pour autant dans la résignation ou l'aquabonisme. Bref, garder l'espoir que nous avons quand même le pouvoir d'améliorer notre monde. Et pour ça, j'aime bien citer un dialogue du Seigneur des Anneaux. C'est Frodon qui se lamente de la guerre dans laquelle il est entraîné et dit « J'aurais voulu que cela n'ait pas arrivé de mon temps ». Ce à quoi Gandalf, le magicien, lui répond « Moi aussi, et il en va de même pour tous ceux qui vivent en de pareils temps, mais il ne leur appartient pas de décider. Tout ce qu'il nous appartient de décider, c'est ce que nous comptons faire du temps qui nous est imparti. Alors ami libriste, face à l'IA comme au reste, je te laisse pour l'été avec cette question, qu'allons-nous faire du temps qui nous est imparti ? Et voilà. Merci J pour cette chronique. Donc on a tout l'été pour y penser, Exactement. Pour penser à une réponse. J'espère que vous aurez la réponse, parce que moi je l'ai pas tout de suite. Voilà, on va voir. Et je suis content de vous annoncer, chères auditrices et auditeurs, que J reste avec nous aussi pour la saison 9. Donc merci à toi. Et on se réentend plutôt à la rentrée, à la grande rentrée de septembre. C'est ça. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de l'association La Mouette et de Bureautique Libre. Nous allons maintenant écouter In My Bones par Terror Bird et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Attention, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. My fault,
c'était In My Bones par Terror Bird, qui est disponible sous licence libre Creative Commons by SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur l'association La Mouette et la bureautique libre avec nos personnes invitées, Laure Patas-Dillier et Régis Perdreux. L'échange sera animé par Laurent Costi, vice-président de l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sous la page consacrée à l'émission libreavou.org/251 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Bonjour Laurent, qui est avec moi au studio, c'est à toi. Bonjour Isabella. Effectivement, donc nous allons parler de l'association La Mouette. Alors j'ai fait un copier-coller du site, soyons très transparents, mais parce que ça décrit très bien finalement quel est l'objet de l'association, et j'introduirai après nos deux invités qui seront à distance aujourd'hui, Régis Perdreux et Laure Patas-Dillier. Ne réinventons pas la fourchette, je reprends donc le paragraphe d'introduction du site internet de l'émission lamouette.org, car il a le mérite d'être explicite et de donner à voir ce dont nous allons parler dans cette émission. L'objectif de l'association est de développer l'usage de la bureautique libre dans tous les domaines, pour tous les publics, en francophonie et en particulier, d'apporter son soutien aux projets de logiciels libres implémentant le format ODF, Open Document Format, normes ISO 27300, on va avoir besoin d'explications, et évolutions futures, telles que LibreOffice de The Document Foundation, ou tout autre projet similaire respectant les standards du logiciel libre tels que définis par la Free Software Foundation, qui aurait besoin d'un soutien. D'assurer la promotion de ces projets et soutenir les projets à l'international lorsqu'il s'agit de ressources partagées, machines par exemple, de représenter les utilisateurs francophones des suites bureautiques ou des produits autres rattachés à ces projets. Et enfin, de susciter des actions visant à améliorer les produits. Voilà pour la description qu'on retrouve sur le site de lamouette.org. Maintenant, je vais laisser Régis, donc président de l'association La Mouette, se présenter, et puis Laure prendre sa suite, vice-présidente aussi de l'association La Mouette. Régis, je te passe la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Donc Régis Perdreux, voilà, je suis un libriste depuis bien des années. Et effectivement, je suis président de l'association La Mouette. Donc une association qui regroupe une communauté d'utilisateurs de bureautique libre qui aiment promouvoir des solutions alternatives. Un premier objet de La Mouette, c'est donner aussi de la visibilité à des professionnels engagés qui soutiennent le libre. À une époque, à la création de l'association en 2011, le libre était moins un choix et moins développé en entreprise. Alors historiquement, La Mouette avait fait la promotion de la suite OpenOffice, que beaucoup connaissent, qui avait été développée par Sun Microsystems, une entreprise américaine, et malheureusement cette entreprise a été rachetée par Oracle, une entreprise qui n'a pas souhaité poursuivre ce projet libre, et des volontaires peu satisfaits de cette situation ont créé le logiciel qu'on connaît, LibreOffice. Voilà. Donc La Mouette y contribue dans l'espace francophone. On fait des propositions et on soutient le développement. Très bien, merci à toi. Alors peut-être professionnellement, avant de passer la parole à Laure, tu fais quoi dans la vie ? Alors oui, professionnellement, je suis un informaticien. Je travaille dans une entreprise du logiciel libre, qui est à Aravois, et je fais essentiellement du support. Alors sur des systèmes Nextcloud par exemple, voilà. Enfin, on ne fait que du libre, voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas que des informaticiens dans le libre, hein, heureusement. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de compétences informatiques et on peut faire quand même du libre, ou en tout cas de l'appui et du soutien. Mais je passe la parole donc à Laure Patas-Dillier pour qu'elle nous dise un peu comment elle est arrivée vice-présidente de la Mouette et puis ce qu'elle fait dans la vie aussi. Oui, bonjour, donc je suis Laure Patas-Dillier, c'est un nom un peu compliqué. Et en fait, je suis informaticienne depuis très longtemps, puisque j'ai commencé en 1974, à une époque où la plupart d'entre vous n'étiez pas nés. Et j'ai découvert les logiciels libres autour de l'an 2000. C'est pour une raison complètement financière, bassement financière. Parce que j'étais informaticienne, chef de projet, je voulais mener un projet informatique. J'étais au ministère des Finances et on m'a sabré mon budget. Donc je pouvais plus utiliser le logiciel éditeur payant que j'avais prévu. Du coup, je me suis rabattue sur du logiciel libre en vraiment faute de mieux. Et puis, en fait, le problème, c'est que le virus a pris. Et j'ai commencé à être vraiment intéressée par le logiciel libre en voyant pas seulement le logiciel, mais en fait le logiciel libre c'est plus que du logiciel. C'est l'idée qui est derrière qui m'a séduite aussi. Et du coup ça a orienté ma carrière professionnelle. Je travaillais toujours au ministère des Finances, mais je me suis mis à travailler pour essayer de répandre les logiciels libres sur les postes de travail au ministère des Finances et dans les autres ministères. J'ai co-créé et animé un groupe interministériel qui s'appelle MIMO sur l'environnement de travail et sur les logiciels libres. Et j'ai aussi, au niveau ministériel, créé un groupe interdirectionnel entre les différentes directions du ministère, toujours sur ce même sujet du poste de travail informatique. Mais tout ça est au passé parce qu'aujourd'hui je suis en retraite. Donc je ne suis plus informaticienne et par contre je participe à la Mouette notamment lors des stands de salons, puisqu'une des activités de la Mouette c'est de faire connaître les suites bureautiques libres et le format ouvert dans les salons professionnels et aussi dans les salons grand public. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, en lisant ta biographie, finalement, j'avais pas appréhendé que avait pu se produire ça dans des ministères, en particulier aux périodes que tu évoques. Avec un peu de recul, qu'est-ce que ça a produit ? Est-ce que tu as été en capacité de nous raconter un peu ce que ça a produit, ce que tu avais initié à l'époque ? Alors, je n'ai aucune prétention à dire que tout ce qui s'est passé dans les ministères, et notamment au ministère des Finances, est dû à moi. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont participé et qui ont poussé, c'est bien entendu. Mais par contre, il est de fait que le ministère des Finances est un des premiers qui a vraiment utilisé les logiciels libres du poste de travail à grande échelle. La première direction, c'était la douane. Et ensuite, qui est une direction avec des gros effectifs, la direction générale des finances publiques également, qui est une direction qui a des très gros effectifs, et donc la majorité des postes de travail du ministère utilisent de la bureautique libre, de LibreOffice aujourd'hui. D'accord. Autant. La douane était passée sur OpenOffice parce que c'était l'époque d'OpenOffice. Et aujourd'hui, c'est du LibreOffice sur la majorité des postes, puisque les grosses directions, c'est la grosse effectif, comme la douane, les finances publiques et l'INSEE, ont fait le choix des suites bureautiques libres par défaut. Très bien, c'est des informations, autant on entend souvent parler de la gendarmerie qui est souvent brandie comme un étendard, autant effectivement c'est beaucoup plus discret ce qui a été produit dans ces ministères-là. Enfin en tout cas moi j'étais pas au fait de ces migrations, et ce qui prouve d'ailleurs que une migration vers des bureautiques libres c'est possible à grande échelle, parce que aussi ça on le cherche souvent comme exemple. Évidemment à petite échelle c'est assez relativement simple, je dis relativement parce que pour m'y frotter dans des petites associations c'est déjà compliqué, mais à des grandes échelles comme ça, c'est quand même intéressant à mentionner, je trouve. Là, en ce qui concerne les finances, on a été un des premiers à avoir un marché de support logiciel libre, puisque un des écueils, bien sûr, pour migrer vers le libre, c'est que les services informatiques, notamment les directeurs informatiques, craignent de ne pas avoir le même support qu'ils auraient avec des outils éditeurs, avec une société qui
qui leur garantit le bon fonctionnement. Enfin, qui leur garantit pas, mais c'est l'impression qu'ils ont. Oui, il a fallu consolider ça et rassurer sur ce plan-là, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'un levier très important, c'est le marché de support logiciel libre qui a été ministériel, puis qu'ensuite c'est étendu aux autres ministères. C'est un outil très puissant. Et, avec les gendarmes, de toute façon, on a toujours eu des relations... effectivement, c'est qu'ils sont à la pointe du libre depuis toujours, notamment sur le poste de travail avec leur version d'Ubuntu et le fait qu'ils créent eux-mêmes des logiciels, par exemple, pour rédiger le PV. Enfin, quand on se fait gauler sur la route par des gendarmes, à une époque, en tout cas, on avait la satisfaction que le PV était rédigé sur LibreOffice. Comme quoi, ça marche bien les logiciels libres. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages, parce que effectivement, encore une fois, moi j'avais pas forcément cette visibilité là, et puis donc ça donne à voir un peu ce qui est possible à grande échelle. On va arrêter là pour ce point là, mais du coup on va revenir peut-être à la bureautique libre, et puis peut-être expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est le format l'open format document et l'interopérabilité, et en quoi finalement c'est important de migrer sa bureautique, en tout cas déjà sa bureautique, vers des logiciels libres. Qui veut prendre la parole? Régis? Oui, alors le format open document, EDF, donc en fait l'interopérabilité, c'est la capacité des logiciels à échanger leurs données. J'ajouterais sans perte. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez donc passer d'un traitement de texte à un autre, d'un logiciel de dessin à un autre, facilement, soit par des copier-coller, des échanges de fichiers. Alors ça paraît très facile de nos jours, mais il n'y a absolument rien d'évident à ça. Cela veut dire qu'il a fallu à un moment donné s'entendre sur un format d'échange de données, c'est-à-dire comment on se présente les données. Alors pendant longtemps, quand il n'y a pas de format défini, d'entente, chacun fait sa cuisine dans son coin et n'est compatible qu'avec lui-même. C'est un peu le cas longtemps de ce qui nous préoccupe, de la bureautique propriétaire, et du format doc.doc, bien connu, qui en fait n'était pas à l'époque très documenté. Donc dans les années 2000, il y a ressenti quand même le besoin d'avoir des formats plus solides, documentés. Donc ils ont un joli numéro, ISO 26300. Et bien en fait c'est un numéro de norme, une identification précise qui renvoie à des documents de normalisation. Donc régulièrement il y a des gens qui se rassemblent, des professionnels de l'industrie, et qui décident comment les normes sont faites. Donc à manière à définir un standard que tout le monde devrait respecter. Oui, on est bien à l'échelon mondial, OSI c'est bien international. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un logiciel qui relie l'open document le reliera partout dans le monde de la même façon. Voilà. Malgré ça, il peut y avoir quelques variantes dans les formats, parce que bien la technologie évolue. Donc souvent les standards sont des bases à partir duquel on part. Voilà. Donc l'histoire en fait, c'est que Microsoft, puisque c'est eux dont on parle, a aussi normalisé son format, qui s'appelle un nom OpenXML, mais qui n'a rien de véritablement open. Ils ont normalisé, et c'est en fait un concurrent de l'open document. Voilà, donc on va dire que deux formats normalisés pour la bureautique coexistent. Oui, tout ça, c'était pour garder finalement une domination acquise au début du développement de Word et Excel. Donc, c'était la technique la technique de Microsoft pour garder sa domination sur la bureautique, finalement.
Tout à fait. Ça facilite un peu les choses. Disons que le format est aussi l'image un petit peu de ce qui se passe dans le logiciel. Donc sans doute aussi ça permettait d'être plus, on va dire, direct dans leur développement. Alors il y avait quand même une promesse de leur côté, c'était de simplifier le format et de donner un maximum de documentation pour permettre l'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. En fait, l'OpenXML Microsoft, c'est un format qui strictement parlant, personne n'utilise, puisque Microsoft a fait évoluer le format et en introduisant des variantes, puisque dans les nouveautés de Word, Excel, eh bien, il y a des objets nouveaux qu'il faut bien intégrer dans le format. La difficulté qu'on a, c'est que Microsoft ne donne pas d'outils libres que l'on puisse intégrer dans nos logiciels. Donc nous sommes obligés de développer nos propres outils, ce qui est assez complexe et impose une veille permanente sur les évolutions du format Microsoft. Oui, vous êtes obligé de travailler par rétro-ingénierie, puisque... C'est ça. Voilà. Et ça, alors... De faire des tests, des remontées de bugs, de regarder dans les docs ce qui est exploitable facilement. Tandis que la situation de l'ODF est un peu plus facile, déjà c'est ouvert, les outils libres existent, donc on est dans une démarche beaucoup plus, de long terme. D'accord. Laure, peut-être que tu peux expliquer pourquoi finalement, qu'est-ce qu'on doit dire à des gens qui nous disent mais oh non ça marche pas bien LibreOffice Writer, quand j'ouvre mon document avec LibreOffice Writer il est complètement déstructuré et je suis obligé de refaire la mise en page. Finalement on est en train de comprendre que c'est peut-être pas de la faute des gens qui développent LibreOffice Writer. Probablement pas en effet. Si le document s'ouvre mal sous LibreOffice, ça peut être parce qu'il a été créé par Microsoft Word et avec notamment des polices de caractères qu'on ne retrouve pas quand on est dans LibreOffice. Et il suffit d'une très petite différence dans les polices pour décaler les lignes et les pages. Donc ça peut être tout simplement quelque chose de ce genre-là. Il faut savoir que les polices, c'est comme les logiciels, il y a des polices libres et des polices qui ne le sont pas. Microsoft utilise ses propres polices dans ses logiciels en général par défaut. Donc il faut faire tout un travail pour constituer des polices similaires, mais libres cette fois, et on n'est pas toujours susceptible de les fournir de façon suffisante pour que le résultat soit parfait. Oui, donc si on résume bien, la déstructuration d'un document qui a été créé à partir de Word de Microsoft, la déstructuration lorsqu'on ouvre avec Writer, elle est bien entre guillemets de la responsabilité de Microsoft qui ne veut pas finalement rendre les choses interopérables pour garder cette domination sur la bureautique domination qu'ils ont depuis de très très nombreuses années. Oui, bien sûr, c'est une question de concurrence, bien entendu. En fait, la notion, ce que défend la mouette, c'est les suites qui utilisent des formats ouverts, des formats libres, c'est-à-dire des formats qui sont transparents pour les développeurs comme pour les utilisateurs. On peut voir la description du format, savoir comment les informations sont stockées dans les fichiers, et on peut aussi les manipuler librement et de façon transparente. Et clairement, avec son format OXML, Microsoft ne joue pas le jeu. Il ne cherche pas à faciliter la compréhension de son format. Il joue au contraire la difficulté et il reporte sur LibreOffice le problème de l'interopérabilité, alors que l'interopérabilité, c'est chaque logiciel et chaque format qui doit jouer le jeu.
Ouais, ça me semble extrêmement important de le dire, hein, ça, parce que effectivement les gens quand on leur dit que ce serait bien de passer sous LibreOffice, ils sont tout de suite réfractaires parce qu'ils disent que ça marche pas, etc. Mais non seulement Microsoft ne joue pas le jeu, mais en plus occupe entre guillemets les gens qui travaillent au sein de la fondation pour que ils fassent de la veille, qu'ils surveillent qu'il n'y a pas encore des changements, etc. et qui tâtonnent pour adapter au mieux, au plus proche, en tâtonnant ce que fait Microsoft. Enfin, on est vraiment dans de l'entrave, quoi, et non pas et c'est pas de la mauvaise programmation de LibreOffice. Enfin, moi j'aime bien le répéter, hein, quand j'interviens auprès d'associations, parce que souvent c'est vraiment dommageable, parce que il y a des gens qui travaillent beaucoup sur le développement de LibreOffice Writer et on n'arrête pas de leur casser du sucre sur le dos, alors que finalement la faute ne leur échoit absolument pas, quoi. C'est ça. Je trouvais que c'était extrêmement important que vous le précisiez en tant que association La Mouette qui travaillait sur ces dossiers-là, quoi. C'est-à-dire que quand on passe du format OpenXML au format ODS et vice-versa, il y a une conversion. La conversion peut être transparente pour l'utilisateur. C'est-à-dire que vous ouvrez un fichier et il s'ouvre bien dans votre traitement de texte. Vous avez l'impression qu'il s'est ouvert tel quel. En réalité, il y a une conversion invisible, instantanée, mais cette conversion, c'est un travail. Et qui dit conversion dit transformation. C'est comme les traductions quand on traduit d'une langue dans une autre. Il y a un proverbe italien qui dit un traducteur c'est un traître, tradutore traditore. Et la conversion d'un fichier c'est la même chose. Il y a toujours une transformation, c'est jamais parfait. Donc la bonne façon de travailler, c'est d'utiliser des formats ouverts et des suites qui utilisent ce format ouvert de façon comme format de référence, comme format par défaut, comme format de base. C'est très clair. Merci beaucoup, Laure. Régis, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, disons que c'est un problème qui est général, hein, d'ailleurs qui n'est pas cantonné à LibreOffice. Hein. D'autres suites ont cette difficulté. Hein. Même les suites totalement en ligne, Google Doc, peuvent rencontrer des incohérences, hein, puisque là il y a toujours une transformation des données et que c'est basé sur des hypothèses qui peuvent être changeantes. Voilà. Merci. En tout cas, Isabelle a beaucoup apprécié cette citation italienne. Merci beaucoup, qui est très évocatrice. Merci beaucoup. Alors, on pourrait aussi peut-être parler des suites bureautiques qui dérivent, ou en tout cas qui sont liées à LibreOffice. Oui. Alors, effectivement, c'est un logiciel libre. Donc, LibreOffice a donné son nom par la technologie LibreOffice. Alors, il y a un nom qui sort de temps en temps, plus technique, c'est l'interface, l'API Uno. Donc, en fait, LibreOffice, c'est une collection de fonctions auxquelles, quand vous écrivez un document, vous accédez. Hein, alors, c'est transparent. Donc, d'autres outils peuvent s'appuyer sur cette API Uno. Et c'est le cas, par exemple, de Collabora Online, qui est un LibreOffice en ligne. Sans rentrer trop dans les détails, on a isolé certaines fonctions de LibreOffice pour permettre le fonctionnement sur un serveur distant, sur Internet. Donc c'est ce qui nous manquait, hein, à une époque, puisqu'il y avait par exemple Google Doc qui a ce mode de fonctionnement, ça date de 2006. Donc Collabora est sorti quelques années plus tard, et c'est l'outil libre pour la bureautique qui nous manquait pour la collaboration, voilà, d'où le nom Collabora, en ligne. Voilà. Il y a d'autres choses. Alors ça, c'est l'outil que vous rencontrerez le plus couramment, sans toujours le savoir, sur tous les services en ligne qui proposent de l'édition. Il y en a d'autres. Hein. Mais pour ce qui est de LibreOffice, c'est celui-là. Il y a un autre outil très récent qui est basé sur une autre technologie qui est utilisable dans le navigateur aussi, qui est un dérivé de LibreOffice également. On l'appelle ZetaOffice. Ça a été présenté au salon OSXP en décembre.
en France. Ça permet d'avoir des possibilités d'édition dans les pages web comme d'autres traitements de texte. Et ça reste un produit encore en version bêta, donc qui nécessite encore des développements. Très bien, ça donne effectivement, ça donne à voir déjà qu'il y a pas mal de solutions libres finalement qui sont possibles. Ça me semble extrêmement important. Tu n'as pas évoqué en particulier en tant qu'Arawa, mais que ces solutions-là, elles sont intégrées généralement dans un fonctionnement avec Nextcloud, qui est finalement un moyen de partager des documents et de les éditer finalement très facilement sur un serveur distant. Donc oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est le cas le plus classique, mais c'est collaborable. Vous pouvez l'intégrer en fait dans des applications web diverses, si vous le souhaitez. Voilà. Très bien. Je vais vous proposer de faire une pause musicale et puis on continuera d'échanger sur ce sujet passionnant qui est LibreOffice et puis le format Open Document. Tout à fait. Donc nous allons écouter Beyond the Door, un titre composé dans le cadre des journées de création musicale Zik Libre en Bib. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. I'm alive, I'm broken, lost your eyes in heaven. I may admit I'm incomplete since you left us. Imagine us, I'm alone, still broken. You close the door, cries open. My friends are gone. You were the one with all your fears hidden in my tears. Let me go. Remember that together we never fall. Let me go, go. I just like more beyond the door. A place to be for you and me forevermore. J'adore les chœurs dans les chansons.
Voilà, donc je sais pas vous, mais moi j'adore ça, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ce morceau. Donc nous venons d'écouter Beyond the Door par les Journées de création musicale Zik Libre en Bib, qui est disponible sous licence libre Creative Commons by SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre sujet principal. Donc moi je suis Isabelle Lavani de l'April, mais je redonne tout de suite la parole à Laurent Costi qui parle aujourd'hui de bureautique libre de format ouvert avec nos personnes invitées, Régis Perdreau et Laure Patas-Dillier de l'association La Mouette. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez appeler au 09 72 51 55 46 ou bien participer sur le salon web chat dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Il y a un bouton chat, vous pouvez le trouver. À toi, Laurent. Merci Isabella. Alors on reprend effectivement le fil du sujet et on a évoqué dans la première partie le fait qu'il y avait eu pas mal de travaux et d'engagements qui avaient été pris par exemple au ministère des Finances. Est-ce que, alors peut-être Laure qui justement était au ministère des Finances pourrait nous parler du référentiel général d'interopérabilité et du socle interministériel des logiciels libres. Comment se situe la bureautique libre dans ce socle et puis depuis quand il y est et est-ce qu'on est en capacité d'avoir un aperçu aussi du nombre finalement de postes équipés de bureautique libre? Alors vous aurez peut-être pas les chiffres, mais si vous avez quelques indicateurs, ce sera peut-être intéressant. Oui, non, je n'ai pas d'informations fraîches sur le sujet puisque je suis en retraite, donc j'ai plus accès à ce genre d'informations, évidemment. En fait, le RGI, le référentiel général d'interopérabilité, existe depuis très longtemps. Il a été créé par une entité qui est chargée de coordonner l'informatique dans tous les ministères et qui est rattachée en général au Premier ministre. Qui a eu différents noms, le CIBA, la DISIC, etc., etc. Aujourd'hui, elle s'appelle la DINUM, la Direction du numérique. Et c'était une tentative de mettre en place effectivement des choix de logiciels ou de formats permettant l'interopérabilité entre les ministères, d'une part, et entre l'administration et les administrés, d'autre part. C'est dans le cadre du RGI, par exemple, qu'il y a eu des débats houleux pour savoir quel format bureautique est-ce qu'on inscrivait. Est-ce que c'était le format de Microsoft ou est-ce que c'était Open Document Format? Ensuite, grâce à la création de groupes interministériels pour promouvoir les logiciels libres, notamment le groupe MIMO, s'est créé le SIL, le socle interministériel de logiciels libres, qui est en fait une liste de logiciels préconisés par usage. C'est-à-dire, par exemple, pour la navigation, on préconise Firefox, pour la messagerie, on préconise Thunderbird, pour la bureautique, on préconise LibreOffice, etc. Mais bien entendu, ça ne touchait pas que le poste de travail, ça touche l'ensemble de l'informatique. Et à chaque fois, pour chaque fonctionnalité, il s'agissait de préconiser une unique solution pour permettre aux administrations de faciliter le choix et le passage au libre, pour ne pas être perdu devant le foisonnement de logiciels libres. Puisqu'un des freins de la migration vers le libre, c'était « oui, d'accord, mais lequel ?» Oui, effectivement, on a souvent un écosystème très large, un panorama de logiciels susceptibles de répondre à certaines fonctionnalités qui sont proches. Donc c'est vrai que ça peut perturber dans un premier temps. Ouais, j'entends ça. Voilà, donc l'idée du SIL, c'était d'aiguiller vers des logiciels qui étaient déjà utilisés par certaines administrations et dont l'expérience avait prouvé qu'elles étaient utilisables dans un contexte d'administration. L'idée, c'était également d'intéresser les collectivités territoriales dans le choix de leurs outils quand elles voulaient passer au libre. Donc finalement, le socle interministériel de logiciels libres s'adresse aux ministères, aux administrations d'État. Et pour les collectivités territoriales, il y a une association qui s'appelle l'ADUACT,
qui s'adresse, elle, aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux régions, aux départements, aux communes, pour leur préconiser également des solutions et les aider à passer au logiciel libre. Merci beaucoup Laure. Alors très bien pour cet éclairage. Alors je pense qu'effectivement le socle interministériel des logiciels libres aide à faire prendre conscience de l'importance de migrer vers de tels logiciels. Est-ce que finalement la question, enfin alors je sais pas si vous avez cette visibilité là, mais j'imagine que ce qui a motivé la création du référentiel et du socle, c'est finalement aussi une question de souveraineté qui est un mot très à la mode en ce moment, évidemment qui est remis sur le haut de la pile avec le comportement voilà outre-Atlantique. Est-ce que ça a joué? Est-ce que la mise en place de ce référentiel et de ce socle, même si c'est pas des choses qui sont imposées, ce sont bien des choses suggérées, change les choses au fil du temps, selon vous? Est-ce que vous, en tant que la mouette... A posteriori, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les informaticiens, les libristes de l'administration qui travaillaient pour le RGI et pour le SIL, qui voulaient donc promouvoir le logiciel libre, essayaient d'utiliser l'argument de la souveraineté numérique pour convaincre leur hiérarchie. À l'époque du RGI, cet argument ne portait pas. La souveraineté, ça ne portait pas, ça n'était pas compris par les états-majors des différentes administrations. À l'époque du SIL, de la création du SIL non plus. C'était un argument qui ne convainquait pas les politiques. Aujourd'hui, les choses ont changé et la souveraineté numérique n'est plus un terme tabou ou un gros mot. Au contraire, c'est un mot à la mode et tant mieux. Donc du coup, ça soutient d'autant plus la démarche d'aller vers le libre. Donc il y a eu un énorme progrès de ce point de vue-là, puisqu'il y a une prise de conscience de nos politiques que la souveraineté numérique, c'est vraiment important et que le numérique, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un élément de logistique comme la plomberie ou des choses de ce genre-là, mais que c'est quelque chose qui est le cœur de l'action de l'État ou de toute autre organisation et qui est fragile et qui nécessite d'être protégé et d'être solide, de le protéger des interventions extérieures. Oui, alors du coup, je renvoie peut-être la question à Régis, mais est-ce que vous, en tant qu'association La Mouette, vous êtes sollicité parfois lorsqu'il s'agit par exemple, de consolider le socle, de rallonger la liste ou sur les aspects justement plutôt bureautiques? Est-ce que on vous a sollicité pour éclairer un peu ce socle? Le socle, c'est surtout donc une structure, de l'État. On est en contact évidemment avec des professionnels. Cela a permis le fait de faire une liste établie et de nommer les choses, de donner de la visibilité, on va dire administrative, à des logiciels libres conçus parfois à l'étranger. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a des solutions souveraines mais qui sont développées internationalement. En fait, ça a permis effectivement l'émergence de demandes de support de marchés publics d'État. Effectivement, en tant que La Mouette, on pousse un petit peu, très modestement. Nous avons des contacts à travers les salons, à travers nos adhérents, pour influer, très modestement. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé on pourra reparler de l'association en elle-même, mais vous comptez une 50aine d'adhérents, c'est bien ça? Je fais une petite parenthèse. Non, c'est ça. Après, on a un volant de sympathisants, et c'est vrai que c'est apprécié quand même d'avoir une association qui regroupe des utilisateurs, mais les utilisateurs, donc on les trouve dans toutes les sphères, les structures. Donc, et nous, on pense que cette association reste importante à développer. Nous aussi.
Voilà, c'est un outil dont il faut s'emparer, puisqu'il y a toujours des aspects qui ne sont pas forcément mis en valeur. Bon, la présence de documentation, des solutions nouvelles, et bien sûr un éclairage, neutre sur certains aspects. On a des liens évidemment avec la fondation, donc qui supervise le développement de LibreOffice, et puis avec l'Open Document. Donc on peut faire des suggestions. Parce que rien ne se fait en fait sans l'action de la base. Sans les besoins des utilisateurs exprimés et utilisatrices. Voilà, oui, tout à fait. Et tous les jours, toutes les semaines, les suggestions, alors qui sont pas toujours, qui sont à collecter, à évaluer, et parfois on en présente certaines. On pousse suivant les besoins ressentis. Très bien. Alors juste pour revenir peut-être un peu sur la souveraineté, pour bien expliquer finalement aux personnes qui n'auraient pas appréhendé les enjeux qu'il peut y avoir à utiliser des logiciels privateurs de liberté et puis des logiciels libres, finalement quand on utilise Office 365 par exemple, donc la suite Office avec un traitement de texte à l'intérieur, comme c'est un logiciel privateur de liberté, on ne peut pas savoir les données qui sont remontées à l'éditeur, qui remontent par exemple aux États-Unis, ou les métadonnées. On peut faire la distinction entre données et métadonnées aussi, alors que finalement quand on utilise une suite libre comme LibreOffice Writer, on a la capacité de savoir si des données pourraient être extraites, quoi. En fait, le code est accessible, donc on peut savoir ce que fait le logiciel. C'est ça peut-être la différence qu'on peut expliquer par rapport aux données. Oui, la question s'est posée du maintien de la version desktop. Enfin, c'est une question qui existe, sachant que maintenant il y a des offres en ligne. Nous, on pense que c'est important, effectivement, du point de vue de la confidentialité, de conserver des outils qui n'ont pas besoin de se connecter à Internet pour fonctionner. C'est de moins en moins le cas de Word. Bien sûr. On prête à Microsoft l'ambition même de supprimer les applications desktop qu'on connaît, en conservant uniquement la version en ligne. Et même les versions existantes vont prendre des ressources sur Internet, surtout avec l'IA actuelle. Ça, c'est un sujet qui nous concerne aussi. Donc, Microsoft sait quelque part ce que vous écrivez, bien sûr. Alors je vais me permettre de relayer une question dans le chat avant de passer à la question suivante, au point suivant qu'on voulait aborder. Comment fait concrètement une personne si elle souhaite tester LibreOffice et qu'ensuite elle veut échanger des documents, textes, tableurs avec d'autres personnes? Je sais pas si ça... Elle peut les envoyer tout simplement à ces personnes sous le format Open Document Format et sous le format Open XML de Microsoft, c'est-à-dire DocX. Elle peut envoyer les deux formats au choix du destinataire, par exemple. On a un petit logiciel additif qui peut se mettre sur LibreOffice qui permet d'envoyer le même document à la fois sous le format DocX, sous le format ODF, ODT et au PDF. D'accord, oui, alors effectivement le PDF c'était quand même à l'époque une capacité qu'avait LibreOffice que n'avait pas Word et qui avait fait pour certaines personnes la différence. Moi j'avais trouvé que c'était extrêmement puissant parce que justement ça permettait d'envoyer, et là pour le coup c'était assez entre guillemets universel pour les gens. Quand ils recevaient du PDF, a priori tout le monde pouvait l'ouvrir, quoi. Alors effectivement, j'ai la question d'après, mais qui est comment la personne installe LibreOffice. Peut-être qu'on on va commencer à en arriver aux ressources. Je vous poserai la question après, mais comment effectivement on installe LibreOffice et de quoi faut se méfier peut-être aussi, puisque beaucoup de sites peut-être proposent des versions de LibreOffice. Comment on fait pour être certain qu'on est... C'est vrai qu'il faut aller sur les sites officiels, c'est libreoffice.org, fr.libreoffice.org.
Vous avez une rubrique téléchargée, hein, effectivement. C'est vrai que si vous faites une recherche par Google, vous allez avoir des liens sponsorisés. Alors c'est devenu un peu plus rare, il y a dû y avoir une chasse qui a dû se faire quand même. Où vous aviez des liens sponsorisés qui vous dirigeaient vers des versions payantes où vous réclamez de l'argent. Alors LibreOffice est totalement gratuit, hein, et va le rester. Alors vous pouvez toujours faire un don. Hein, oui, voilà, ça faut le rappeler. Voilà. Et c'est même lourdement conseillé quand on télécharge. Tout à fait. Voilà. C'est pas la gratuité de LibreOffice qui est intéressante. Pour faire un don, comment on fait Au moment où vous téléchargez sur le site officiel de LibreOffice, vous téléchargez librement, gratuitement, et on vous suggère, on vous propose de faire un petit don. Et si on a déjà téléchargé depuis longtemps LibreOffice, qu'on a oublié pendant des années de faire un don, l'endroit le plus simple, c'est d'aller toujours sur libreoffice.org, j'imagine. Je vais pas regarder. Sur fr.libreoffice.org, oui, c'est là qu'on va retrouver la capacité de faire un don, j'imagine. C'est à vous de faire avec votre conscience. Comment dire. On profite de la radio aussi pour rappeler cette possibilité. Non, mais Isabelle a raison, c'est vrai qu'on est utilisatrice de LibreOffice depuis longtemps, et puis que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de don, donc c'est peut-être une bonne occasion de remettre ça sur le dessus de la pile. Tout à fait. C'est-à-dire, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne trace pas les donateurs. Hein. Bon. Ouf. Très bien. Merci pour ces réponses. Alors peut-être que avant de passer aux perspectives, peut-être pour l'association La Mouette, qu'est-ce qu'on doit répondre aux personnes qui pestent encore sur LibreOffice par rapport alors on a déjà donné des explications de pourquoi des fois on a l'impression que ça marcherait pas, mais que c'est pas de la faute de LibreOffice, mais par exemple moi on m'a rapporté une personne qui avait beaucoup de mal à numéroter ses chapitres sur ces documents qui faisaient plusieurs pages. Comment on fait quand on est confronté à ça et puis qu'on s'agace un peu sur son changement d'habitude finalement, puisque c'est un peu de ça quand on passe de Word à LibreOffice? Oui. Personnellement, j'ai fait de nombreux documents avec beaucoup de chapitres et j'ai pas eu trop de soucis avec. C'est quand même de ce point de vue-là, c'est quand même assez similaire à Word. Hein. C'est les mêmes fonctionnalités de base. Bon, elle était quand même très énervée cette personne, hein, donc. Oui, alors là, c'est clairement la situation où il faut poser la question. Il y a des forums, il y a des et il y a peut-être un petit problème aussi d'usage, c'est-à-dire cette personne est-elle à l'aise avec l'usage des styles, par exemple. Voilà, donc ça pose effectivement après la question de l'appropriation du logiciel qui n'a pas été pensé de la même manière que Word, et c'est cette question de désapprendre, réapprendre, quoi, hein, là où c'est finalement assez violent, hein, de se dire tiens, il faut que je désapprenne quelque chose, il faut donc que je perde des compétences. Ça c'est toujours un peu difficile à entendre, quelle que soit la personne. Donc Laurent, on a parlé de demande d'aide, et sur le même site qu'on a cité, hein, fr.libreoffice.org, il y a aussi un onglet aide. Donc poser une question, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à la communauté. Voilà, et puis on mettra dans les pages de l'émission beaucoup de sites que nos deux invités nous ont mentionnés sur le pad de préparation, qui mentionnent les forums, les lieux où on peut poser des questions et puis trouver déjà des réponses, puisqu'il y a des questions assez récurrentes pour certaines, et puis sinon effectivement interagir avec des humains qui vont répondre et qui sont généralement bienveillants. Merci pour ces éléments-là, donc effectivement on mettra sur la page de l'émission. Alors, on a parlé peut-être de Collabora Online, de Collabora Office. On va peut-être parler des perspectives. C'est quoi un petit peu les tâches sur lesquelles les bénévoles à La Mouette travaillent en ce moment? Régis? Oui, alors disons que le courant, effectivement, on fait du rapport de bugs. Hein. Déjà, ça nous occupe un petit peu. Certains bugs n'existent qu'en français. Mm-hmm. Donc on a un apport. Alors c'est important quand même, hein, parce que ça contribue à la qualité du logiciel, et surtout on a un lien direct, quasi direct avec les développeurs. En tout cas, une relative proximité. Donc on peut faire avancer la résolution d'un bug, ou on aura une réponse si jamais ça ne peut pas se faire. Hein. Voilà, pour différentes raisons. Parfois, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Voilà, comme on dit. Donc,
Ce qu'on fait, alors effectivement, nous on essaie un peu de répandre la compétence, donc là-dessus, il y avait un chapitre documentation qu'on aurait bien aimé pouvoir faire avancer, car on réclame souvent des manuels utilisateurs et qui n'existent pas vraiment en français ou dans une vieille version, parce qu'il y a un côté référence. Alors la version anglaise est très bien maintenue grâce à la fondation. Du coup, l'arrivée de l'IA nous aiderait peut-être à trouver une solution plus satisfaisante que la traduction manuelle. Voilà. Donc, c'est un peu cet axe-là. Il y a toujours aussi la nécessité de produire quelques ressources, soit des vidéos, des templates. Templates, oui, donc des modèles, enfin des modèles, oui, pardon. Donc des modèles. Qui aide un petit peu à structurer son travail. Voilà, un peu. Mais déjà ça, c'est déjà énorme, hein, puisque ça contribue à la qualité générale du logiciel. Oui, puis vous êtes une petite équipe à la Mouette finalement. Ouais, hein. C'est ça. Vous êtes combien de bénévoles actifs ? Alors, sur les 50, bon... Sur les 50, oui. Vous êtes... Alors après, il faut savoir mobiliser les gens suivant les événements. Bien sûr. C'est vrai que y a des gens qui donnent un coup de main ponctuellement et qui c'est quand même très appréciable, qui viennent tenir un stand. Donc justement, c'est un peu la liberté du bénévolat. Bon, allez, on a peut-être une dizaine de personnes qu'on voit régulièrement. Ouais. Oui, il y a quand même beaucoup de travail pour une petite quantité de personnes quand même. Voilà. Ouais, ça c'est souvent. Ah oui, bon après. Souvent la vie des associations, ça. C'est nos souhaits. Et par contre, c'est un peu le challenge, c'est quand même de vouloir passer le message qu'il y a quand même une grande technicité dans les logiciels bureautiques. Alors c'est pas forcément, on va dire, tendance par rapport au développement web. Bien qu'il y ait des technologies web maintenant qui collaborent online, et peut-être que ça devrait inciter certaines personnes à s'y intéresser d'un peu plus près, sachant que bon, je pense que le document va quand même rester, même en ces temps d'IA. Donc il y a toujours, on peut espérer qu'il y a quand même encore besoin d'outils à construire. On va structurer. Voilà. Pour structurer la pensée. Écoutez, il nous reste 4 minutes. Alors je vais demander à chacun et à chacune de prendre 2 minutes pour parler d'un point qu'il aurait envie de partager, un point dont on n'aurait pas parlé, ou appuyer quelque chose qui a été dit. Alors je crois que peut-être l'un de vous deux ou l'une de vous deux voulait parler de peluche, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je vous laisse. Si possible, sans cliquer sur l'ordinateur, parce qu'on entend des clics. Ah, on entend des clics. Tout à l'heure. Attention au clavier proche du micro, s'il vous plaît. À qui je donne la parole ? Laure ? Oui, je veux bien vous parler de peluches. Nous avons des jolies peluches en forme de mouette, bien entendu, et nous vous les proposons dans notre boutique qui est sur le site En Vente Libre, que tous les libristes connaissent. Et actuellement, nous les vendons à moins de 10 €. Donc, je vous suggère de recueillir une mouette abandonnée. C'est dans l'air du temps. Et par ailleurs, nous pouvons également en offrir gratuitement cette fois, mais dans un cadre différent, par exemple pour un hôpital ou une organisation de ce type-là, à distribuer à des personnes à qui ça pourrait un petit peu faire plaisir. Donc nous vous avons donné les contacts, n'hésitez pas. Surtout. Oui, juste pour rappeler aux personnes non libristes qui nous écouteraient, En Vente Libre, c'est une plateforme qui propose effectivement plein de goodies de différentes associations tout autour du livre. Et vous aurez la référence bien sûr sur la page de l'émission. Directement sur la peluche. Régis ? Je pense qu'il faut continuer à encourager la souveraineté numérique. C'est pas un mot. Nous, notre ambition, un petit peu à travers l'augmentation de l'association, c'est aussi de partager un état d'esprit, voilà, qui est celui du libre, partage des compétences, afin qu'on reste maître de notre monde et qu'on ne laisse pas toujours, qu'on reste acteur de notre existence.
Et ça me semble quelque chose important à maintenir. Merci. Effectivement, ça se rapproche un peu de l'éducation populaire finalement, hein, cette volonté de permettre aux gens de reprendre en main un peu leur destin. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça l'idée quand même, de reprendre en main son informatique et puis d'être un peu en maîtrise de son informatique et de ses données. Écoutez, je vais repasser la parole à Isabella, mais avant je vais vous remercier Régis et Laure pour le temps que vous avez pris pour cette émission qui à mon avis éclaire beaucoup de choses sur LibreOffice et puis la bureautique libre, et puis au plaisir de vous recroiser peut-être sur un salon. C'est vrai que l'April et la Mouette se croisent souvent sur des salons, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Merci à vous, à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/251 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Et nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale suivra une interview avec l'association Infini. Mais pour l'instant, nous allons écouter Boulevard Saint-Germain par Jazzar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Boulevard Saint-Germain par Jazzar, qui est disponible sous licence libre Creative Commons by SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une interview d'Infini, qui est une association brestoise engagée dans la promotion des logiciels libres depuis de nombreuses années. François, coordinateur d'Infini, est avec nous aujourd'hui pour nous parler notamment de l'actu estivale de l'association, mais pas que. L'association qui ne part pas vraiment en vacances, comme on le verra. François intervient à distance aujourd'hui, donc déjà je le salue, j'espère de le trouver. Bonjour François. Bonjour. Alors je t'entends mais très bas. Donc on va ajuster et puis peut-être. J'ajuste. Non, c'est à lui d'ajuster. Hein. Pardon ? C'est à François d'augmenter son micro. Ah oui, hein. ok. Ok, donc c'est moi qui ajuste. Et entre-temps. Là c'est mieux ? Ah oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc merci d'avoir de participer à notre émission pour parler d'Infini et de ses actions. On a eu le plaisir d'accueillir Infini en 2020 la dernière fois pour parler d'accompagnement à l'utilisation des logiciels libres. Donc je pense que c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est Infini. Je te laisse la parole pour le présenter. Alors, du coup rapidement, c'est une très vieille association effectivement qui a été créée en 1995 par des passionnés d'informatique et d'internet et qui a pour objectif de faire la promotion des logiciels libres, d'un internet émancipateur et de rendre les gens autonomes sur toutes ces nouvelles technologies. C'est une association qui a son siège donc à Brest. Oui, c'est très implanté localement. En fait, on a deux principales activités. On va faire de l'hébergement de sites internet, adresse email, mailing list pour des associations locales essentiellement, même si on a aussi des gens très loin dans les Maldives. Mais la plupart des gens sont Brest-Finistère. Et on a une activité aussi plus orientée sociale où on va dans les centres sociaux ou avec les gens du voyage essayer de casser la fracture numérique et commencer déjà avec ces gens-là aussi à parler un peu de logiciels libres, aux alternatives aux GAFAM et tout ça. Pourquoi vous dites que quand tu dis que vous hébergez des sites web d'associations etc., ces associations doivent être membres de l'association pour pouvoir profiter de ces services? Exactement, donc c'est réservé aux adhérents, mais l'adhésion est à prix libre. On recommande 30 € pour les particuliers, 90 € pour les associations, mais une petite association qui vient de se créer, qui n'a pas encore de compte, on accepte une adhésion à 1 € sans problème. Et les associations qui utilisent beaucoup nos services, on va leur demander de participer un peu plus, puisque à peu près la moitié du budget d'Infini vient des adhésions, et ça correspond à peu près à la moitié de mon salaire du coup. Moi, je suis salarié chez Infini. Oui, c'est bien de le rappeler parce que c'est pas le cas pour toutes les associations. On a la chance d'en avoir beaucoup en France, l'association de promotion du logiciel libre, mais c'est pas le cas pour toute l'association d'avoir un modèle financier qui permet aussi d'avoir un ou plusieurs salariés. Est-ce que l'association Infini est une association employeuse depuis ses débuts? Alors. Je sais pas si c'est depuis le début, mais au moins depuis une vingtaine d'années, il y a toujours eu une ou un salarié, au moins depuis une vingtaine d'années. Et essentiellement aussi grâce à l'aide de la ville de Brest, Finistère et région Bretagne, qui ont porté le projet et soutenu les logiciels libres assez tôt en fait dans l'histoire de l'informatique. Ça c'est bien de le dire parce que c'est pas le cas forcément pour toutes les collectivités. Ça dépend vraiment des personnes, des décideurs qui sont dans les différentes collectivités. Tu disais donc tu es salarié et d'ailleurs aujourd'hui tu me disais que tu es en reconversion en plus. Tu veux nous en dire? Rapidement en fait moi je suis développeur à la base et donc du coup quand Infini a posté une annonce en juillet dernier, j'ai candidaté pour essayer le travail en association et puis pour faire la promotion des logiciels libres en vrai tous les jours. Et du coup aujourd'hui tu me disais que tu écris pas de code? Non, je fais pas du tout de technique, là je suis coordinateur, donc idéalement mon travail c'est de mettre en relation les bénévoles puisque on fonctionne avec une vingtaine de bénévoles actifs
C'est eux qui écrivent le code, eux et elles qui écrivent le code. Le code, qui font la sysadmin, qui font la communication, qui font la gestion de la compta. Toute l'association est gérée par les bénévoles. Et idéalement, mon poste, c'est donc de la coordination, c'est de dire à tel bénévole, tiens, il faudrait parler à tel autre bénévole ou à tel partenaire local. Et en pratique, je fais beaucoup ça. Et puis je fais aussi un peu tout ce que les bénévoles ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. Pour faire marcher l'association, par exemple les demandes de subventions ou des choses comme ça, quoi. Ça m'étonne pas qu'ils aient pas envie de les faire la recherche de subventions. Tu as un facilitateur en fait des échanges, des échanges aussi. Donc on disait qu'Infini est très implanté, très enraciné à Brest, dans le Finistère, même s'il y a d'autres associations qui peuvent être membres et être ailleurs, mais c'est vraiment très très localisé. Vous avez l'appui, tu me disais, de la ville, du département, de la région, et vous êtes très connu. En fait, par les associations locales. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de membres associations vous avez à nouveau, si c'était pas déjà? Je pense qu'on doit avoir entre 200 et 300 associations locales qui sont hébergées chez nous, soit pour leur site internet, soit pour leur mail. On a en gros tous les centres sociaux, tous les patronages laïques, beaucoup d'associations de théâtre, de peinture, différents domaines culturels, dans l'écologie. Vraiment, on est très connu localement. On participe à beaucoup de salons et de diverses activités. On est beaucoup en contact aussi avec les Fab Labs. En gros, tous les gens qui veulent s'héberger à Brest viennent chez nous, soit pour le côté logiciel libre, soit certains juste par être hébergés localement et pas avoir des serveurs éloignés. Donc aussi pour une question de sécurisation des données. Je crois que Laurent voulait faire une intervention. Même la Fédération régionale Bretagne Pays de la Loire, je crois qu'il y a des listes sympas chez vous et qui trouvent ça très pratique. Oui, on a plusieurs centaines de milliers de mails qui partent tous les jours via les listes sympas. Donc on va parler. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la présentation, mais je voulais vraiment qu'on parle aussi de toutes les actions que vous avez en vue pour l'été, dans les mois à venir. Est-ce que tu peux en parler, parce que vous partez pas du tout en vacances là? Oui. Ou bien oui, mais vous arrivez quand même à faire pour vous de choses. On va s'organiser que pour quand même faire des choses. Alors, du coup, ça va faire un petit peu liste, mais pour commencer déjà le 20 juin, donc dans 3-4 jours, à la médiathèque des Capucins, on participe à une install party. On co-organise ça avec la plus grosse médiathèque de la ville de Brest, qui est la médiathèque des Capucins. Donc l'install party, c'est aider les personnes à installer, accompagner les personnes pour installer un système d'exploitation libre et d'autres logiciels. Ou juste poser des questions aussi parfois, des gens qui ont entendu parler de Linux ou des choses comme ça. Le 27 juin, on organise un grand barbecue dans nos locaux, et là, tous les gens qui nous écoutent en ce moment sont invités à venir s'ils peuvent. Il faut amener un petit peu à manger, un petit peu à boire, et puis s'il fait beau, on va rester tard, discuter logiciel libre, internet émancipateur, et on me demande changer le monde. Pardon, on me demande sur le web chat si vous avez prévu une option VG, des options VG. Oui, on a plusieurs véganes chez Infini, donc il y aura du BG. C'est sûr. Et ça, c'est pour dire que les associations de promotion du logiciel libre, c'est pas que la technique, c'est aussi et surtout de l'humain. Donc, c'est bien d'avoir ces moments conviviaux pour pouvoir parler, se rencontrer. C'est beaucoup plus simple de poser aussi des questions. On va continuer notre liste, François. Du coup, le 28 juin, on va faire un petit atelier avec S2S, qui est un chaton comme nous, qui a un Peertube spécialisé pour les malentendants, avec de la langue des signes. On voulait les inviter au départ, mais on n'a pas trop le budget, donc pour l'instant on fait juste un petit atelier, mais ça sera quand même un atelier sympa le 28 juin, et on envisage plus tard de faire une vraie conférence et les inviter à venir. Ça, c'est une action très importante, et je suis obligé de te demander ce que c'est un chaton, parce que pas tout le monde... Oui, je voulais en parler dans la présentation, mais du coup, Infini fait partie du collectif Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs. Alors, je connais plus l'acronyme par cœur, mais en gros, c'est un peu toutes les assos comme Infini, Framasoft ou d'autres moins connus, de Fleur, Tedonum, qui vont proposer de l'hébergement en garantissant qu'il n'y a pas de collecte de données, qu'on utilise un maximum de logiciels libres et qu'il n'y aura pas d'usage commercial de tout ça, de tout ce qui est sur nos serveurs. Et il y a plein de... collectif. Oui.
Oui, il y a plein de services. J'avais pas que l'hébergement. Hein, voilà, c'est des services en ligne alternatifs à ceux des GAFAM. Des réseaux sociaux du fait divers, par exemple, il y a des mastodons installés chez plusieurs chatons, des Peertube, des Mobilisons, enfin tous les logiciels libres du fait divers sont souvent hébergés par des chatons. Donc Peertube, c'est plateforme pour partager des vidéos. Mobilisons, ça sert à organiser des événements, donc c'est une belle alternative, par exemple à Facebook. On continue notre liste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le 18 juillet, on va faire un petit atelier apéro pour libérer son téléphone. Donc pour discuter de comment est-ce qu'on peut moins dépendre de Google sur un téléphone et commencer à donner des pistes aux plus curieuses et aux plus curieux sur ce sujet-là. Ensuite, on va participer au camp chaton cet été et le dernière chose de l'été avant de passer à l'automne, c'est on va participer à quelque chose qui est organisé au Centre social des abeilles à Quimper qui s'appelle Passage en Ster, qui va être un grand rassemblement qui se veut un peu à la façon passage en scène. En gros, des conférences, des ateliers. Il y a beaucoup de monde qui vient, des gens que vous connaissez déjà. Il y a l'April aussi. Oui, il y a l'April. Il y a Bouquinette qui vient. Notre présidente. Il y a, tous les gens que vous avez déjà vus en conférence sur un Peertube seront là ou presque. Donc on va participer. Et c'est du 21, 22, 23 août. On va participer puisqu'on est assez amis avec les gens du centre social. De par la proximité aussi. Malheureusement, on n'a plus de temps, donc je sais que vous vouliez parler aussi d'un anniversaire très important. Oui, c'est les 30 ans d'Infini cette année, et de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que en septembre et en octobre, il faudra suivre notre site internet un peu avant, mais on va organiser plein de choses aussi pour fêter ça. Et on va les annoncer sur la radio, on va annoncer dans notre émission, de toute façon. Ça marche. Merci beaucoup François, et bon été. Merci, au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces aujourd'hui, les liens utiles concernant les annonces de fin sont sous la page consacrée à l'émission du jour sur libreavoue.org/251 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Ce sont les tout derniers jours pour répondre au questionnaire pour mieux connaître l'auditorat de Libre à vous, une action qui ne prend que 5 minutes mais qui est très précieuse pour l'April. Ne tardez pas, le questionnaire sera clos mercredi 18 juin au soir. Et nous organisons une réunion de bilan de la saison 8 de Libre à vous et préparation de la saison 9. Vendredi 27 juin de 10h30 à midi, la réunion aura lieu en visio et elle est ouverte à toute personne qui souhaite participer. L'association Le Deuxième Texte organise un atelier Wikisource Autrice samedi 21 juin de 11h à 18h à la librairie Café Violette & Co à Paris dans le 11e. Wikisource est la bibliothèque collaborative d'ouvrages dans le domaine public et le but des ateliers proposés par Le Deuxième Texte est de rééquilibrer l'écart de gens sous la plateforme. Et je vous invite à consulter le site de l'agenda du Libre pour trouver des événements avec le logiciel libre, la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à la mission. Gilles, Laurent Costi, Régis Prédreux et Laure Patas-Dillier de l'association La Mouette, François d'Infini. En manette de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giredon, Langan, Julien Osman, bénévole à l'April et Olivier Grieco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet. Quentin Gibaud, Théocrit et Tudmi, qui sont bénévoles à l'April et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/251 toutes les références utiles de l'émission de ce jour ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 24 juin à 15h30. Notre sujet principal portera sur le parcours libriste d'une salariée de l'April. Et il se trouve que ce sera moi. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 juin et d'ici là, portez-vous bien.